Bonjour à tous et à toutes, chers amis voyageurs et voyageuses de la nuit. Je vous emmène avec moi cette nuit pour un long et beau voyage au cœur du théâtre des variétés, le fameux bordel, comme le nomme Bordenave, le directeur de l'hôtel du théâtre du théâtre des variétés, le directeur du théâtre, donc des variétés, qui a embauché une nouvelle recrue. Et qui est-elle? Eh bien, c'est cette Nana qui est l'œuvre d'Émile Zola, qui fait partie de la série des Rougon-Macquart, voilà, qui a été éditée dans un premier temps en épisodes, sous forme d'épisodes et de feuilletons dans un journal intitulé Le Voltaire, entre octobre 1879, il me semble, et février 1880, où toute l'œuvre a été donc lue par des millions de personnes qui adoraient suivre les aventures donc de cette nana-là. On en est resté à la fin donc de la représentation lorsque nous sommes quittés à la précédente émission. Évidemment, si vous avez loupé les parties de lecture, c'est pas bien. Voilà. Fallait être là. Mais la bonne Noël, c'est quand même que vous avez la possibilité de revoir ou de réentendre les replays de l'émission Voyage au bout de la nuit, www.d8.tv. Dans la rubrique divertissement, vous avez donc l'émission Voyage au bout de la nuit et vous allez pouvoir revoir quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, à l'heure que vous le désirez, les parties loupées précédentes de lecture. Il s'agit donc de Nana, une œuvre d'Émile Zola que nous avons commencé il y a 2 émissions et que nous allons poursuivre. Restez bien branchés sur D8. Je vous attends à la fin de l'émission. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux. Je compte sur vous. Fauchery fouillait les loges d'un coup d'œil par les baies rondes taillées dans les portes. Vendeuvre l'arrêta, le questionnant, et quand il sut que les 2 cousins allaient saluer les Muffat, il leur indiqua la loge numéro 7, là d'où justement il sortait. Puis, se penchant à l'oreille du journaliste, il dit « Dites donc, mon cher, cette nana, c'est pour sur elle que nous avons vu un soir, au coin de la rue de Provence, il me semble. » « Tiens, mais oui, vous avez raison, s'écria Fauchery. Je me disais bien que je la connaissais. » La Falloise présenta son cousin au comte de Muffat, de Beauville, qui se montra très froid. Et au nom de Fauchery, la comtesse avait levé la tête et elle complimenta le chroniqueur de ses articles du Figaro d'une phrase discrète. Accoudée sur le velours de la rampe, elle se tournait à demi dans un joli mouvement d'épaule et on causa un instant, la conversation tomba sur l'exposition universelle. « Oh, ce sera très beau, dit le comte, dont la face carrée et régulière gardait une gravité officielle. J'ai visité le Champ de Mars aujourd'hui et j'en suis revenue émerveillée. On assure qu'on ne sera pas prêt. » Hasarda la Falloise. « Il y a un gâchis. » Mais le comte, de sa voix sévère, l'interrompit. « On sera prêt. L'empereur le veut. » Et Fauchery raconta gaiement qu'il avait failli rester dans l'aquarium, alors en construction, un jour qu'il allait là-bas chercher un sujet d'article. La comtesse souriait. Elle regardait par moments dans la salle, levant un de ses bras gantés de blanc jusqu'au coude, s'éventant d'une main ralentie. La salle, presque vide, sommeillait. Quelques messieurs à l'orchestre avaient étalé des journaux. Des femmes recevaient très à l'aise, comme chez elles, et il n'y avait plus qu'un chuchotement de bonne compagnie sous le lustre, dont la clarté s'adoucissait dans une fine poussière soulevée par le remue-ménage de l'entracte. Aux portes, des hommes s'entassaient pour voir les femmes rester assises et se tenant là, immobiles d'une minute, allongeant le cou avec le grand cœur blanc de leur plastron. « Nous comptons sur vous mardi prochain, » dit la comtesse la Falloise. Et elle invita Fauchery, qui, s'inclinant, ne parla point de la pièce. Le nom de Nana ne fut pas prononcé.
le comte gardait une dignité si glacée qu'on l'aurait cru à quelques séances du corps législatif. Ils disent simplement, pour expliquer leur présence, que son beau-père aimait le théâtre. La porte de la loge avait dû rester ouverte, le marquis de Chouart qui était sorti, afin de laisser la place aux visiteurs, redresser sa haute taille de vieillard, la face molle et blanche sous un chapeau à large bord, suivant de ses yeux troubles les femmes qui passaient. Dès que la comtesse eut fait son invitation, Fauchery prit congé, sentant qu'il serait inconvenant de parler pour la pièce. La Faloise sortit le premier de la loge. Il venait d'apercevoir dans l'avant-scène du comte de Vendeuvre le blond, le petit blond, la bordette, carrément installé, s'entretenant de très près avec Blanche de Civry. « Ah ça, dit-il, dès qu'il eut rejoint son cousin, ce Labordette connaît donc toutes les femmes. Le voilà maintenant avec Blanche. » « Mais sans doute, il les connaît toutes, » répondit tranquillement Fauchery. « D'où sors-tu donc, mon cher ?» Le couloir s'était un peu déblayé. Fauchery allait descendre lorsque Lucie Stewart l'appela. Elle était tout au fond devant la porte de son avant-scène. On cuisait là-dedans, disait-elle, et elle occupait la largeur du corridor en compagnie de Caroline Equet et de sa mère croquant des pralines. Une ouvreuse causait maternellement avec elle. Lucie querella le journaliste. Il était gentil, il montait voir les autres femmes et il ne venait seulement pas demander si elles avaient soif, puis, lâchant son sujet, « Tu sais, mon cher, moi, je trouve Nana très bien. » Elle voulait qu'il restât dans l'avant-scène pour le dernier acte, mais lui s'échappa en promettant les prendre à la sortie. En bas, devant le théâtre, Fauchery et la Faloise allumèrent des cigarettes. Un rassemblement barrait le trottoir. Une queue d'hommes descendus du perron et respirant la fraîcheur de la nuit au milieu du ronflement ralenti du boulevard. Cependant, Mignon venait d'entraîner Steiner au Café des Variétés. Voyant le succès de Nana, il s'était mis à parler d'elle avec enthousiasme tout en surveillant le banquier du coin de l'œil. Il le connaissait, 2 fois il l'avait aidé à tromper Rose, puis, le caprice passé, l'avait ramené repentant et fidèle. Dans le café, des consommateurs trop nombreux se serraient autour des tables de marbre et quelques-uns buvaient debout, précipitamment, et les larges glaces reflétaient à l'infini cette cohue de tête, agrandissait démesurément l'étroite salle avec ses 3 lustres, ses banquettes de Moleskine, son escalier tournant drapé de rouge. Steiner alla se placer à une table de la première salle, ouverte sur le boulevard, dont on avait enlevé les portes un peu tôt pour la saison. Comme Fauchery et la Faloise passaient, le banquier les retint. « Venez donc prendre un bock avec nous. » Mais une idée le préoccupait. Il voulait faire jeter un bouquet à Nana. Enfin, il appela un garçon de café et le nommait familièrement Auguste. Mignon, qui écoutait, le regardait d'un œil si clair qu'il se trouva en balbutiant. « 2 bouquets, Auguste, et remettez-les à l'ouvreuse, 1 pour chacune de ces dames au bon moment, n'est-ce pas ?» Et à l'autre bout de la salle, la nuque appuyée contre le cadre d'une glace, une fille de 18 ans, tout au plus, se tenait immobile devant un verre vide, comme engourdie par une longue et vaine attente. Sous les frisures naturelles de ses beaux cheveux cendrés, elle avait une figure de vierge, aux yeux de velours, doux et candides, et elle portait une robe de soie verte dépeinte, avec un chapeau rond que de gifles avaient défoncé. La fraîcheur de la nuit la rendait toute blanche. « Tiens, voilà Satin !» murmura Fauchery en l'apercevant. Alors la Faloise le questionna. « Oh, une rouleuse de boulevard, rien de plus. » Mais elle était si voyou qu'on s'amusait à la faire causer, et le journaliste, haussant la voix, « Bah, que fais-tu donc là, Satin ?»« Je m'emmerde, » répondit Satin tranquillement, sans bouger. «
Les hommes, 4, charmés, se mirent à rire. Mignon assurait qu'on n'avait pas besoin de se presser. Il fallait 20 minutes pour poser le décor du 3e acte. Mais les 2 cousins, qui avaient bu leur bière, voulurent remonter. Le froid les prenait. Alors, Mignon restait seul avec Stener, s'accouda et lui parla dans la figure. « Hein, c'est entendu, nous irons chez elle. Je vous présenterai. Vous savez, c'est entre nous. Ma femme n'avait pas besoin de le savoir. » Revenus à leur place, Fauchery et Lafaloise remarquèrent aux secondes loges une jolie femme mise avec modestie. Elle était en compagnie d'un monsieur d'un air sérieux, un chef de bureau au ministère de l'Intérieur que Lafaloise connaissait pour l'avoir rencontré chez les Muffins. Quant à Fauchery, il croyait qu'elle se nommait Madame Robert, une femme honnête qui avait un amant, pas plus, et toujours un homme respectable. Mais ils durent se tourner. Daguenet leur souriait et maintenant que Nana avait réussi, il ne se cachait plus. Il venait de triompher dans les couloirs. À son côté, le jeune échappé de collège n'avait pas quitté son fauteuil. Et la stupeur d'admiration où Nana le plongeait, c'était ça. C'était la femme. Et il devenait très rouge, il devenait rouge, il mettait et retirait machinalement ses gants, puis, comme son voisin avait causé de Nana, il osa l'interroger. « Pardon, monsieur, cette dame qui joue, est-ce que vous la connaissez ?» Oui, un peu, Daguenet, surpris et hésitant. « Alors, vous connaissez son adresse ?» La question tombait si crûment adressée à lui qu'il eut envie de répondre par une juive. « Mais non, dit-il d'un ton sec. »« Non, et il tourna le dos. Le blondin comprit qu'il venait de commettre quelque inconvenance. Il rougit davantage et resta effaré. On frappait les 3 coups. Les ouvreuses s'entêtaient à rendre les vêtements, chargés de pelisses et de paletots, au milieu du monde qui rentrait. La claque applaudit le décor, une grotte du mont d'Etna, creusée dans une mine d'argent et dont les flancs avaient l'éclat des écus neufs. Au fond, la forge de Vulcain mettait du coucher d'astre. Diane, dès la seconde scène, s'entendait avec Dieu qui venait de feindre un voyage pour laisser la place libre à Vénus et à Mars. Un frisson remue la salle. Nana apparut nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait. Ses épaules rondes, sa gorge d'Amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses blondes grasses, tout son corps se devinait, se voyait sous ce léger tissu d'une blancheur d'écume. C'était Vénus, naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait au feu de la rampe les poils d'or de ses aisselles. Il n'eut pas d'applaudissements. Personne ne riait plus. Les faces des hommes sérieux se tendaient avec le nez minci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé très doux, chargé d'une douce menace. Tout d'un coup, la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. Fichtre, dit simplement Fauchery à Lafaloise. Mars, cependant, accourait au rendez-vous avec son plumet, se trouvait entre les 2 déesses.
Il avait là eu une scène de Bruyère jouant finement caressé par Diane qui voulait tenter sur lui un dernier effort avant de lui livrer Vulcain. Cajolé par Vénus, que la présence de sa rivale stimulait, il s'abandonnait à ses douceurs d'un air béat de coq en pâte. Puis, un grand trio terminait la scène et ce fut alors une ouvreuse parut dans la loge de Lucy Stewart et jeta 2 énormes bouquets de lilas blancs. On applaudit. Nana et Rose Mignon saluèrent pendant que Bruyère ramassait les bouquets. Une partie de l'orchestre se tourna en riant vers la baignoire occupée par Steiner et Mignon. Le banquier, le sang au visage, avait des petits mouvements compulsifs du menton, comme s'il eût éprouvé un embarras dans la gorge. Ce qui suivit acheva d'empoigner la salle. Diane s'en était allée, furieuse. Tout de suite, assise sur un banc de mousse, Vénus appela Mars auprès d'elle. Jamais encore on n'avait osé une scène de séduction des plus chaudes. Nana, les bras au cou de Bruyère, l'attirait lorsque Fontan, se livrant à une mimique de fureur cocasse, exagérant le masque d'un époux outragé qui surprend sa femme en flagrant délit, parut du fond de la grotte. Il tenait le fameux filet aux mailles de fer. Un instant, il le balança, pareil à un pêcheur qui va jeter un coup d'épervier et par un truc ingénieux, Vénus et Mars furent prises au piège. Le filet les enveloppa, les immobilisa dans leur posture d'amants heureux. Un murmure grandit, comme un espoir qui se gonflait. Quelques mains battirent, toutes les jumelles étaient fixées sur Vénus. Et peu à peu, Nana avait possession du public et maintenant, chaque homme la subissait. Le rut qui montait d'elle, ainsi que d'une bête en folie, s'était épandu toujours davantage, emplissant la salle. À cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir. Elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant comme si des archers invisibles se fussent promenés sur des muscles de nuque, montraient des poils follets qui s'envolaient sous les haleines tièdes et errantes, venues on ne sait de quelle bouche de femme. Fauchery voyait devant lui l'échappée de collège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la curiosité de regarder le comte de Vendeuvre, très pâle, les lèvres pincées, et le gros Steiner dont la face apoplectique crevée l'abordait, lorgnant d'un air étonné de Maquignon qui admire une jument parfaite et Daguenet dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissance. Puis, un instinct lui fit jeter un coup d'œil en arrière et il resta étonné de ce qu'il aperçut dans la loge des Muffat. Derrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, béant, la face marbrée de taches rouges, tandis que près de lui, dans l'ombre, les yeux troubles du marquis de Chouart étaient devenus 2 yeux de chat, phosphorescents et pailletés d'or. On suffoquait. Les chevelures s'alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis 3 heures, on était là. Les haleines avaient chauffé l'air, une odeur humaine et dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient. Immobile, au-dessous du lustre, la salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ces désirs ensommeillés de minuit qu'il balbutie au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé de ces 1500 personnes entassées, noyées dans l'affaiblissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, restait victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamé. La pièce s'acheva.
Aux appels triomphants de Vulcain, tout l'Olympe défilait devant les amoureux avec des « oh, ah » de stupéfaction et de gaillardise. Jupiter disait « Mon fils, je vous trouve léger de vous appeler pour voir ça. » Puis, un revirement avait eu lieu en faveur de Vénus. Le cœur des cocus, introduit de nouveau par Iris, suppliait le maître des dieux de ne pas donner suite à sa requête. Depuis que les femmes demeuraient au logis, la vie devenait impossible pour les hommes. Ils aimaient mieux être trompés et contents, ce qu'ils étaient la morale de la comédie. Alors, on délivrait Vénus. Vulcain obtenait une séparation de corps, Mars se remettait avec Diane, Jupiter, pour avoir la paix dans son ménage, envoyait sa petite blanchisseuse dans une constellation, et l'on tirait enfin l'amour de son cachot où il y avait fait des cocottes au lieu de conjuguer le verbe aimer. La toile tomba dans une apothéose. Le cœur des cocus agenouillés, chantant un hymne de reconnaissance à Vénus, souriante et grandit dans sa souveraine nudité. Les spectateurs, déjà debout, gagnaient les portes. On nomma les auteurs, il y eut de rappels au milieu d'un tonnerre de bravos et de cris « Nana !» avait roulé furieusement. Et puis la salle n'était pas encore vide qu'elle devint noire. La rampe s'éteignit, le lustre baissa, de longues housses de toile grises glissèrent des avant-scènes, enveloppèrent les dorures des galeries de cette salle, si chaude, si bruyante, tomba d'un coup à un lourd sommeil, pendant qu'une odeur moisie et de poussière montait. Au bord de sa loge, attendant que la foule se fût écoulée, la comtesse Muffa, toute droite, emmitouflée de fourrure, regardait l'ombre. Dans les couloirs, on bousculait les ouvreuses qui perdaient la tête parmi les tas de vêtements écroulés. Fauchery et la Faloise s'étaient hâtés pour assister à la sortie. Et le long du vestibule, des hommes faisaient la haie, tandis que, du double escalier lentement, deux interminables queues descendaient régulièrement et compactes. Stener, entraîné par Mignon, avait filé des premiers. Le comte de Vendeuvre partit avec Blanche de Civry à son bras. Un instant, Gaga et sa fille semblèrent embarrassés, mais la bordette s'empressa d'aller leur chercher une voiture dont il referma galamment la porte sur elle. Et personne ne vit passer Daguenet. Comme l'échappée de collège, les joues brûlantes décidées d'attendre devant les portes, courait au passage des panoramas dont il trouva les grilles fermées. Et Satin, debout sur le trottoir, vint le frôler de ses jupes, mais lui, désespéré, refusa brutalement, puis disparut au milieu de la foule avec des larmes de désir et d'impuissance dans les yeux. Des spectateurs allumaient des cigares, s'éloignant en fredonnant « Lorsque Vénus rôde le soir ». Satin était remonté devant le café des variétés où Auguste, lui, laissait manger le reste de sucre des consommations. Un gros homme qui sortait très échauffé l'emmena enfin dans l'ombre du boulevard, peu à peu endormi. Pourtant, du monde descendait toujours. La Faloise attendait Clarisse. Fauchery avait promis de prendre Lucy Stewart avec Caroline Equet et sa mère. Elle arrivait, elles occupaient tout un coin du vestibule, riant très haut lorsque les Muffat passèrent l'air glacial. Bordenave, justement, venait de pousser une petite porte et obtenait de Fauchery la promesse formelle d'une chronique. Il était en sueur, un coup de soleil sur la face, comme grisé par le succès. « En voilà pour 200 représentations, lui dit obligeamment la Faloise. Paris entier va défiler à votre théâtre. »
Mais Bordona, se fâchant, montrant d'un mouvement brusque du menton le public qui emplissait le vestibule, cette cohue d'hommes aux lèvres sèches, aux yeux ardents, tout brûlant encore de la possession de Nana, cria d'une violence « Dites donc à mon bordel, bougre d'entêté !» Le lendemain, à 10 heures, Nana dormait encore. Elle occupait boulevard Haussmann, le second étage d'une grande maison neuve dont le propriétaire louait des dames seules pour faire essuyer les plâtres. Un riche marchand de Moscou, qui était venu passer un mois d'hiver à Paris, l'avait installée là en payant 6 mois d'avance. L'appartement, trop vaste pour elle, n'avait jamais été meublé complètement et un luxe criard des consoles et des chaises dorées s'y heurtait aux bric-à-brac de revendeuses, de guéridons d'acajou et de candélabres de zinc, jouant le bronze florentin. Cela sentait la fille lâchée trop tôt par son premier monsieur sérieux, retombé à des amants louches, tout un début difficile, un lançage manqué, entravé par des refus de crédit et des menaces d'expulsion. Nana dormait sur le ventre, serrant entre ses bras nus un oreiller où elle enfonçait son visage tout blanc de sommeil. La chambre à coucher et le cabinet de toilette étaient les 2 seules pièces qu'un tapissier du quartier avait soignées. Une lueur glissait sous un rideau. On distinguait le meuble de palissandre, les tentures et les sièges de damas brochés à grandes fleurs bleues sur un fond gris. Mais dans la moiteur de cette chambre ensommeillée, Nana s'éveilla en sursaut comme surprise de sentir un vide près d'elle. Elle regarda le second oreiller qui s'étalait à côté du sien, avec le trou encore tiède d'une tête au milieu des guipures. Et de sa main tâtonnante, elle pressa le bouton d'une sonnerie électrique à son chevet. « Il est donc parti ?» demanda-t-elle à la femme de chambre qui se présenta. « Oui, madame. Monsieur Paul s'en est allé il n'y a pas 10 minutes. Comme madame était fatiguée, il n'a pas voulu la réveiller, mais il m'a chargé de dire à madame qu'il reviendrait demain. » Tout en parlant, Zoé, la femme de chambre, ouvrait les persiennes. Le grand jour entra. Zoé, très brune, coiffée de petits bandeaux, avait une figure longue, en museau de chien, livide et couturé, avec un nez épaté de grosses lèvres et des yeux noirs sans cesse en mouvement. « Demain, demain, répétait Nana, mal éveillée encore. Est-ce que c'est le jour, demain ? Ah oui, madame, monsieur Paul est toujours venu le mercredi. Eh bien non, je ne me souviens pas, cria la jeune femme, et elle se mit sur son séant. Tout est chargé. Je voudrais lui dire ça ce matin, et il tomberait sur ce Moricaud, nous aurions une histoire. Madame ne m'a pas prévenue, je ne pouvais pas le savoir, murmura Zoé. Quand madame changera les jours, elle ferait bien de m'avertir pour que je le sache. Alors le vieux Gribou n'est plus que pour le mardi. Elles appelaient ainsi entre elles, sans les rire, de ces noms de vieux Grigou et de Moricaud, les 2 hommes qui payaient un commerçant du faubourg de Saint-Denis, de tempérament économe, et un Valaque, un prétendu comte dont l'argent, toujours très régulier, avait une étrange odeur. Daguenet s'était fait donner les lendemains du vieux Grigou. Comme le commerçant devait être le matin à sa maison, dès 8 heures, le jeune homme guettait son départ de la cuisine de Zoé et promenait de sa place toute chaude jusqu'à 10 heures, puis lui-même allait à ses affaires. Nana et lui trouvaient ça très commode. Et c'est la fin de ce voyage au bout de la nuit, mais nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt pour écouter la suite de ce roman d'Émile Zola, Nana. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux pour nous communiquer vos impressions, nous dire ce que vous avez pensé de ces émissions. Donc la page Voyage au bout de la nuit, le hashtag VBN et bien sûr ma page officielle, Marie-Lise d'Octobre officielle, où vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.